Bonjour à tous. Bonjour à tous pour ce point de presse du jeudi 29 juin 2023. Comme à l'habitude, je vais commencer par l'agenda commenté de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et des ministres du pôle ministériel. Donc, s'agissant de Madame Colonna, comme vous le savez, elle se trouve en ce moment même en Mongolie, à Oulan-Bator, jusqu'à demain, à l'invitation de Madame Batsetseg Batmunk, la ministre des Relations extérieures de Mongolie. Elle s'y trouve pour participer à une réunion des ministres des Affaires étrangères sur le thème de la diplomatie féministe et des droits des femmes, qui est organisée par la Mongolie et coparrainée par la France et par l'Allemagne. Et d'ailleurs, Madame Annalena Baerbock sera également présente. La ministre aura également l'occasion d'assurer le suivi de la visite du président de la République du 21 mai dernier. Vous savez qu'il s'agissait de la première visite d'un chef d'État français en Mongolie dans notre histoire. Et à ce titre, la ministre sera reçue pour des entretiens bilatéraux par le président de la République de Mongolie et par son homologue, Madame Batmunk. Donc, dans le prolongement de la dynamique qui a été initiée par le président de la République en mai dernier, la visite permettra d'approfondir notre partenariat avec la Mongolie et notamment à renforcer la souveraineté et l'autonomie stratégique de nos deux pays dans des secteurs tels que l'énergie, les métaux critiques, les télécommunications, la sécurité et l'agriculture. Autre point à l'agenda de la ministre, à son retour le 3 juillet, 2 éléments. Ce sera l'occasion pour elle de se voir remettre le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le bilan de la stratégie internationale pour l'égalité entre les femmes et les hommes portée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et comme vous le savez, la France a été depuis 2019 parmi les premiers pays à adopter ce que nous appelons une diplomatie féministe, qui fait l'objet d'un portage politique au plus haut niveau par Madame la ministre Catherine Colonna et tout le pôle ministériel, et qui s'inscrit dans le cadre de la priorité donnée par le président de la République à l'égalité homme-femme pour les deux mandats. Madame Colonna a souhaité que tous les champs d'intervention du ministère prennent en compte les enjeux des droits des femmes et permettent d'avancer sur l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans les actions de plaidoyer qui sont les nôtres au sein des organisations internationales, mais également en matière de coopération, d'aide au développement, de défense des droits et de déconstruction des stéréotypes, mais aussi en matière de formation. Et nous travaillons en interministériel à élaborer la nouvelle stratégie égalité de la France, et donc qui viendra faire suite à celle qui est évaluée par le Haut Conseil. Le 3 juillet, la ministre participera également au comité interministériel pour l'enseignement du français à l'étranger, en compagnie du ministre de l'Éducation nationale, M. Pap Ndiaye. Ce conseil revêt une signification particulièrement importante, puisqu'il s'agira de faire un bilan des 5 dernières années, depuis la mise en place du plan de développement de l'enseignement du français à l'étranger, et de faire le point sur les consultations sur l'avenir de l'enseignement français qu'a lancé la ministre en mars dernier. S'agissant du ministre délégué, M. Becht a eu l'occasion de s'entretenir avec M. Salem Abdoulaye Jaber Es-Sabah, le ministre des Affaires étrangères du Koweït. Il a eu cet entretien après l'entretien que la ministre a eu le 27 juin avec ce dernier. Et vous savez qu'à l'occasion de cet entretien avec Madame Colonna, le Koweït et la France ont signé donc un mémorandum d'entente qui permet d'établir un dialogue stratégique de niveau ministériel entre les deux pays, que les deux ministres des Affaires étrangères coprésideront prochainement. Donc, s'agissant de M. Becht, il s'est par ailleurs entretenu avec une délégation d'entreprises koweïtiennes et françaises qui ont été réunies au MEDEF international afin d'encourager le partenariat entre les deux pays sur le plan économique et de faire valoir l'expertise française dans des secteurs clés comme les transports, l'énergie, et de souligner notamment la convergence entre le plan France Relance 2030 et Vision 2035 Koweït sur les questions de transition énergétique et environnementale. Et pour mémoire, vous savez que nous entretenons une relation très dense et ancienne avec le Koweït. La France est le premier investisseur européen
au Koweït et le 7e investisseur mondial dans ce pays. Et en retour, l'État du Koweït est l'un des plus anciens et des principaux investisseurs souverains en France. S'agissant de M. Becht, toujours, il y aura à son agenda un déplacement en Roumanie les 3 et 4 juillet prochains, après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement. Donc, dans le cadre de sa visite, il participera au Forum d'affaires franco-roumain. Il pourra s'entretenir avec le Premier ministre et le ministre de l'économie à cette occasion. Il inaugurera avec le maire de Bucarest et 2 ministres roumains un projet innovant porté par Suez pour le traitement et la valorisation des boues. Et il aura également l'occasion de s'entretenir avec des entreprises françaises et roumaines, des investisseurs roumains notamment dans la communauté French Tech, et ainsi que des représentants de la communauté française. Voilà, et vous savez que cette visite s'inscrit évidemment dans le contexte du sommet de Vilnius et de notre contribution à la posture de défense et de dissuasion en Roumanie, puisque vous savez que nous sommes nation cadre dans ce pays. Laurence Boone, quant à elle, se déplacera à Bruxelles avec le président de la République, donc dans le cadre du Conseil européen qui s'ouvre cet après-midi. Et vous avez vu les angles, l'agenda du Conseil européen qui traitera de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, d'économie, notamment du suivi de l'agenda de Versailles, à la fois au plan économique mais aussi en matière de sécurité et de défense. Traitera également de migration et d'un certain nombre d'autres sujets. Enfin, à l'agenda, nous voulions vous informer, s'agissant de l'agenda du ministère, que nous lançons les 3 et 7 juillet prochains l'Académie diplomatique d'été. Vous savez qu'il s'agit de la 3e session de cette Académie diplomatique d'été qui rassemblera cette année 150 lycéens et étudiants à la découverte des missions et des métiers de la diplomatie. Et il s'agit évidemment de susciter des vocations. Madame Colonna l'a indiqué très clairement, notre ministère s'engage avec ce programme à aller chercher les futurs talents de la diplomatie française partout où ils se trouvent. Et donc cette session sera consacrée à traiter avec eux des grands enjeux européens internationaux, de la gestion de crise, du service public accordé aux Français à l'étranger et des enjeux globaux en général. Voilà pour cet élément de programme. Et donc nous conclurons ce point de presse avec une intervention en off, comme à l'habitude, de Thierry Ballin, qui présentera les missions de CFI, un opérateur en matière de coopération audiovisuelle. Voilà pour l'agenda. Je n'ai pas de déclaration à faire ce matin et donc je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Bonjour Anne-Claire. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je voulais savoir si on pouvait avoir un petit peu plus d'éléments sur la visite qu'a effectuée Jean-Yves Le Drian au Liban. Il a fait quelques déclarations sur place, mais on n'a pas vraiment d'informations sur la suite. Quand est-ce qu'il y retourne? Est-ce qu'on a des éléments concrets pour faire avancer la possibilité d'élire un nouveau président au Liban? Merci pour cette question. Jean-Yves Le Drian, le représentant personnel du président de la République, a eu l'occasion de s'exprimer à l'issue de la première visite qu'il a effectuée à Beyrouth du 21 au 24 juin dernier. Il s'agissait d'une première visite qui répondait à l'objectif fixé pour sa nomination et après les entretiens qu'il avait pu avoir avec Madame Colonna pour fixer les objectifs de cette mission. Donc cette première visite a permis à Jean-Yves Le Drian d'écouter ses interlocuteurs. Il a pu rencontrer à cette occasion les autorités civiles, mais également religieuses et militaires au Liban, ainsi que les représentants de l'ensemble des formations politiques qui sont représentées au Parlement libanais. Et l'objectif qui était le sien et qui continue d'être celui de sa mission est de faciliter un dialogue pour parvenir à une solution consensuelle et efficace et sortir enfin de la vacance institutionnelle qui dure au Liban depuis maintenant près de 9 mois. Il s'agit, comme vous le savez, de
d'appeler et de rappeler l'urgence qu'il y a pour les responsables politiques libanais à mettre en place les réformes indispensables au redressement durable du Liban en concertation avec les principaux partenaires du Liban. Donc cet appel aux responsables libanais à prendre leurs responsabilités pour trouver cette solution consensuelle, nous la réitérons. C'est le message qu'a passé la ministre à plusieurs reprises, le président de la République évidemment, et le représentant personnel du président de la République poursuivra ses efforts en ce sens. Il a annoncé qu'il se rendrait à nouveau au Liban prochainement. Je n'ai pas de date à vous communiquer, mais nous vous en ferons part au moment venu. Bonjour, Abla Jounaidi de RFI. J'avais une question concernant le Tchad. Hier, le président de la transition, à l'occasion de la Tabaski, a appelé à la réconciliation nationale, a appelé les opposants à revenir au pays notamment. Je voulais savoir si la France avait joué un rôle dans ce message. Est-ce qu'elle a joué de son influence pour qu'il porte ce genre de message? Et deuxième question, est-ce qu'il est toujours exclu que le président participe aux élections de 2024? Vous savez quel est notre message sur le Tchad. Nous appelons à l'importance d'une transition qui soit pacifique, qui soit d'une durée limitée et qui s'appuie sur un gouvernement civil d'union nationale et sur un dialogue inclusif permettant le retour rapide à des institutions démocratiquement élues. Et nous avons soutenu dans ce cadre-là les initiatives, notamment régionales, qui ont été tenues et qui visaient à accompagner le Tchad, et notamment celles portées par l'Union africaine à cet égard. Donc cet appel à la réconciliation nationale doit s'inscrire dans ce cadre-là et permettre de répondre à cet objectif d'une transition politique pacifique, d'une durée limitée et qui soit aussi inclusive que possible, et que l'ont prévu et demandé l'Union africaine et les autres partenaires du Tchad. Voilà pour les éléments qui sont les nôtres. Je n'ai pas de commentaires. Il s'agit évidemment d'affaires intérieures au Tchad, et nous soutenons les efforts régionaux des partenaires de la région et de l'Union africaine pour appuyer cet objectif que je viens de rappeler, objectif qui prévoit donc une transition d'une durée limitée, comme je l'ai indiqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions. Alors, oui, concernant Haïti, on a vu ces dernières semaines que et les États-Unis et le Canada publiaient des listes de sanctions individuelles contre des personnalités qui avaient le soutien, enfin soutenaient d'une certaine manière l'économie des gangs là-bas. Je voulais savoir du côté européen et français où on en était de ces efforts-là pour sanctionner des entités et des personnalités impliquées dans la crise. Alors, comme vous le savez, il existe un appel de la communauté internationale qui a été inscrit dans une résolution, la résolution 2653 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelle à instaurer un régime de sanctions ciblant les personnes impliquées dans des activités criminelles. Donc, nous avons évidemment soutenu cette résolution et nous soutenons la mise en œuvre de ce principe d'un régime de sanctions visant les personnes impliquées dans des activités criminelles. Nous avons condamné les activités des gangs qui se sont multipliées ces derniers temps et qui contribuent à aggraver l'instabilité et la situation sécuritaire au détriment des populations. Et nous œuvrons par ailleurs dans un cadre européen pour travailler à un cadre européen de sanctions qui viendrait s'inscrire dans le cadre de cet effort international posé par la résolution 2653. Est-ce qu'il y a des échéances? Est-ce que ce travail... Ce travail se poursuit à ce stade. Nous continuons les discussions avec nos partenaires, mais je n'ai pas d'échéance à vous communiquer à ce stade sur la mise en œuvre d'un régime de sanctions.
Très bien. Je crois que cela vient clore la série